Bruno Faure, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président du département du Cantal et conseiller régional délégué à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, on est sur le Salon des maires. Vous rentrez du congrès des départements. Quel est votre état d'esprit, vos sentiments dans ce contexte où on a des annonces croisées de la part du gouvernement? Ouais, c'est un peu un soulagement, bizarrement, parce que c'est vrai que nous sommes partis au Congrès des maires avec la volonté, effectivement, de dire toute notre insatisfaction, voire notre colère vis-à-vis de mots qui avaient été donnés par des ministres en disant que nous dilapidions l'argent public, qu'on était des mauvais gestionnaires. Alors certes, c'est l'ancien gouvernement. Et force est de constater effectivement que le Premier ministre Michel Barnier a été d'une situation dont il n'est pas responsable. Ceci dit, une situation qui est difficile, qui lui demande de prendre des mesures compliquées, mais compliquées au point que effectivement ça nous met considérablement en difficulté. Alors nous sommes des élus. Très bien compris que la situation de la France est au pied du mur et qu'il faut prendre des décisions difficiles. Ceci dit, je pense que sur les paradigmes, alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup énervé sur, puisque les mesures qui sont proposées, c'est effectivement sur une limitation de nos recettes, voire on nous rogne nos recettes. C'est une chose. Mais il faut aussi, c'est ce que je me suis attaché à lui dire et à dire à mes collègues, il faut aussi regarder les dépenses. Il faut imaginer que de 22 à 24, pour le département du Cantal, c'est 12 millions de charges supplémentaires qui ont soit été transférées par l'État, soit des nouvelles recettes qui ont été imposées par l'État au département. Donc, peu importe de parler des recettes si on nous impose des dépenses supplémentaires. Dans ces dépenses, il y a le point d'indice, il y a eu quels autres transferts entre 2022 et 2024? Le point d'indice, les primes Ségur de la santé, les avenants 43, 44, 52 sur les personnels de maintien à domicile, la prime de feu des pompiers, mais je pourrais vous en citer des nombres importants. Et je crois que, je prends souvent l'image du seau percé. Le seau percé, en fait, c'est quoi? Ben voilà, on a un seau qui est percé, donc deux solutions. Soit on remet de l'eau. Ça fait 40 ans qu'on remet de l'eau. Mais à force de passer par les trous s'agrandissent. Je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'on imagine colmater ces trous et arrêter de mettre de l'eau. Et il faut déjà commencer par arrêter de dépenser. Il faudrait que l'État nous fasse des années blanches en termes de transferts ou de nouvelles dépenses. En disant, voilà, pendant 2 ans, il n'y a plus de nouvelles dépenses. Et après, bien évidemment, sur les recettes, on est d'accord pour participer, j'allais dire, au redressement des comptes publics, mais dans des proportions soutenables et dans des proportions qui sont proportionnelles à nos moyens. Et c'est vrai que en revenant d'Angers, on a le sentiment que ça va quand même être compliqué, même si le Premier ministre nous a annoncé un assouplissement sur le projet de loi de finances. Alors comme j'ai tendance à le dire, le département du Cantal ne sera pas plus riche, il sera un peu moins pauvre. Ceci dit, on a eu l'impression aussi d'être considéré, puisqu'il nous a assuré que dorénavant, sur ces fameuses nouvelles dépenses ou nouvelles mesures, nous serions associés systématiquement avant, et nous laissant imaginer qu'on pourrait éventuellement réorienter les décisions ou la politique de l'État, ce qui nous satisfait. Alors, à défaut d'être entièrement rassuré, je repars d'Angers en disant qu'on est pour le moins considéré. Donc c'est déjà important. Ceci dit, la situation va quand même être compliquée, puisque schématiquement, pour le département du Cantal, l'impact qui était proposé, c'était 7,4 millions. 6,4 millions de recettes en moins, 1 million de dépenses en plus. Voilà, d'après les annonces du Premier ministre, on ne sera plus à 7,4 millions. L'impact pourrait être inférieur à 4,5 millions. Ce qui est tout de même important. Alors, entre 4,5 millions et 0, il y a quand même, c'est une différence. On attend de savoir, effectivement, le travail des sénateurs, puisqu'aujourd'hui, au niveau législatif, c'est le Sénat qui a les cartes en main, et c'est vrai qu'on souhaite effectivement qu'il réussisse à trouver les économies, sachant qu'il faut être responsable.
La mission de Michel Barnier, il l'a bien dit lui-même, la mission qu'il veut assumer, c'est de redresser les finances publiques. Donc toute économie qui sera proposée sur les collectivités devra être assumée sur un autre pan de l'économie nationale, une autre économie. Alors forcément, on a tendance à cibler, nous, j'allais dire, les dépenses de l'État central. Le fonctionnement de l'État central, ça nous semble être à privilégier. Simplement, souhaitons que les sénateurs, effectivement, qui connaissent bien les territoires, auront un œil attentif sur l'avenir des départements en particulier et des territoires, mais charge à eux de trouver les moyens les plus opportuns pour substituer ces dépenses. Alors, on a vu au fil des années des décentralisations, l'État a transféré, alors pour les départements, c'est le RSA, l'APA, la PCH, les routes, les personnels des collèges, etc. Et parallèlement, déshabiller la fiscalité locale. Donc, comment vous accueillez cette proposition de Michel Barnier d'augmenter d'un demi-point ou d'un point la part qui revient au département sur les dotations de mutation à titre onéreux qu'on appelle également droit de notaire? Alors 2 points, c'est vrai que l'État nous a transféré pas mal de charges. C'est vrai que les départements ont la particularité d'avoir 3 types de dépenses. C'est la seule collectivité qui a ces 3 types de dépenses. D'une part, les dépenses de fonctionnement pour faire fonctionner la collectivité, dépenses d'investissement sur les routes, les collèges et autres. Et puis on verse les allocations. Allocations de solidarité, l'APA, la PCH et le RSA, dont d'ailleurs on ne maîtrise pas les conditions d'attribution et les montants. Donc on est bien à la botte de l'État à ce niveau-là. C'est lui qui nous dit vous dépensez dans telles conditions, etc., etc. Donc ça c'est le premier point. Il faut imaginer que lorsque Nicolas Sarkozy avait demandé à Martin Hirsch à l'époque de mettre en place le RSA, il était financé à 100% par l'État. C'était dans les années 2009, me semble-t-il. 15 ans plus tard, où en est-on? Bien, on en est que l'État le finance en gros à 63%. Et durant tout ce temps-là, il a transféré quelque chose comme un gros tiers aux collectivités locales. Et c'est là où, effectivement, nous ne sommes pas d'accord sur ces transferts cachés des dépenses de l'État. Alors là, certes, le Premier ministre nous dit, vous avez capacité, je vous donne la possibilité d'augmenter ces fameux droits de notaire, ces droits de mutation à titre onéreux d'un 0,5%. Je dois dire qu'on aurait espéré avoir 1%. Alors, forcément, on peut dire, est-ce que ça va bloquer le marché immobilier? Non, sincèrement, sur une maison à 100 000, vous mettez 0,5% en plus, l'impact est limité, ça n'est pas le blocage que ça va faire. Et moi, en tant que département rural, j'allais dire département hyper rural, j'y voyais même un intérêt. J'étais un des défenseurs de cette mesure-là, puisque la strate départementale est la seule strate aujourd'hui de collectivité à s'être organisée en interne pour la création d'un fonds de péréquation. C'est-à-dire que les territoires, effectivement, où il y a un marché immobilier dynamique, important, bien contribuent, mettent dans un pot commun pour aller alimenter les territoires qui sont un peu plus justes. Il faut imaginer, vous avez des départements qui sont aux milliards de droits de mutation. Le département du Cantal, lui, de son côté, a 12 millions de droits de mutation. Donc, c'est pour vous dire l'écart que l'on peut avoir d'un secteur par rapport à l'autre. Et c'est vrai que ce fonds qui était calibré aux alentours d'1,9 milliard, au niveau national, ce fonds de péréquation, bien aujourd'hui, avec la crise, atteint les 1,450 milliard, ce qui fait que le département du Cantal, je perds 1 million, ce qui est important sur un budget de 240 millions. Et donc, j'étais favorable à cette augmentation qui somme toute, est minime sur l'immobilier, de manière à ce que les départements, je veux dire, dynamiques, point de vue immobilier, puissent réalimenter cette caisse de péréquation. Et donc, moi, par l'intermédiaire du ruissellement, que cela puisse me permettre d'en bénéficier un peu. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Elle n'est pas à la hauteur de notre souhait, puisqu'on espérait 1%, on est à 0,5, mais c'est plutôt un bon signal qui nous est envoyé. Et vous dites, effectivement, ce n'est pas ce qui va bloquer l'acquisition. On a beaucoup parlé des primo-accédants, mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ce marché-là? Qu'est-ce qui fait que ça devient de plus en plus cher d'acheter?
Premier point, c'était les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, lorsque vous payez un droit de mutation 0,5% en plus, vous le payez une fois à l'acquisition. Le taux d'intérêt, c'est sur la durée de votre emprunt. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est que l'endettement de la France, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que l'endettement du pays influe automatiquement sur le marché de l'argent aux particuliers. Et donc, il est important que l'on ait un pays, un État fort, de manière à avoir des taux d'intérêt les plus bas possibles, sachant que il faut imaginer aussi que l'argent est un produit consommable et qu'à ce titre-là, il a un prix. Mais il faut imaginer le prix le plus faible possible, de manière à faciliter l'accès à l'ensemble des Français. C'est pour ça que ce travail j'allais dire, de redressement des comptes publics, il n'incombe pas qu'au Premier ministre, c'est l'ensemble des collectivités doivent y participer, mais il faut que l'ensemble de nos concitoyens aient la conviction, effectivement, que c'est important pour l'avenir de la France, mais pour le leur aussi, s'ils ont besoin, effectivement, d'acheter. Alors, déjà, d'une part, il y a ces taux d'intérêt, et puis d'autre part, j'ai envie de dire à la France, mais arrêtons de s'inventer des charges compliquées, des charges que nous n'arrivons pas à assumer. Aujourd'hui, imaginez que la France est incapable de se mettre aux normes au niveau assainissement. Vous ne pouvez pas imposer à une personne qui achète une maison, enfin vous ne pouvez pas imposer, vous pouvez l'imposer de manière législative, réglementaire, mais vous avez une maison, je vous dis, votre système d'assainissement est pas aux normes. Aujourd'hui, un système d'assainissement individuel, c'est 10 000 euros. Vous n'avez pas 1 euro de subvention pour ça. Si vous n'êtes pas en capacité de payer, vous ne pourrez pas le faire. Vous avez l'énergie. Alors l'énergie, on peut retrouver un intérêt direct, puisque si vous isolez votre habitation, où là, effectivement, vous pouvez bénéficier de fonds d'État. Souvent, les territoires, que ce soit les départements, les intercommunalités, peuvent financer. Mais vous avez un retour direct, effectivement, sur votre consommation d'énergie, qu'elle soit électrique, qu'elle soit appelée, qu'elle soit une pompe à chaleur, enfin, ou autre. Vous pouvez avoir un retour sur investissement. Ceci dit, quand même, il faut être capable d'avancer la somme au départ. Et je pense que c'est toutes ces normes que l'on vous met, puisque lorsque vous achetez une maison, vous avez l'audit énergétique, vous avez le SPANC sur l'assainissement qui est passé par là, etc., et que systématiquement, ce sont des coûts qui sont mis au vendeur qu'il essaie de répercuter sur l'acheteur. Je pense qu'un des freins importants, c'est là. Oui, effectivement, il est important que l'acheteur connaisse, en tout état de cause, j'allais dire la valeur intrinsèque de l'immobilier qu'il achète, mais de grâce, limitons l'ensemble de ces règlements et réglementations qui surtout faut fonctionner les cabinets d'études et d'audit. On imagine que ces nouvelles contraintes financières vont vous conduire à toujours optimiser, c'est un peu le mot à la mode, optimiser la dépense publique. Aux États-Unis, ils ont même créé un ministère pour ça qu'ils ont donné à Elon Musk. Mais plus sérieusement, est-ce que le numérique, on est sur le stand d'AGEDI aujourd'hui au Salon des maires, est-ce que le numérique va être embarqué? Vous avez cette tradition dans le Cantal de mobiliser le numérique dès le début. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le numérique peut nous aider justement à optimiser un certain nombre de dépenses publiques? C'est évident qu'aujourd'hui, la première des choses, comme je disais au niveau national, déjà regardons les dépenses, on verra les recettes après. Au niveau de la collectivité du Cantal, bien évidemment, enfin, ou des communes ou syndicats de communes, bien évidemment, regardons déjà nos dépenses. Comment peut-on trouver de l'efficience dans notre fonctionnement? C'est-à-dire, comment peut-on faire la même chose à moindre coût? Avec moins de personnes, alors c'est avec moins de personnes, en développant comment on peut être plus rapide, c'est pas forcément avec moins de monde, mais aller plus vite, etc. Et le numérique est essentiel effectivement dans cette démarche-là. Et au-delà du numérique, après la question qu'il faut se poser, c'est la question que je me pose. J'ai un service, une direction informatique au niveau du conseil départemental. Est-ce que je recrute des informaticiens pour monter des modules? Est-ce que je fais ça de manière collective avec d'autres organisations type AGEDI? Est-ce que j'achète simplement des formules qui sont toutes faites? Parce que c'est certainement un peu toutes les solutions.
sachant que bien évidemment il faut privilégier le local, étant entendu que je vis seul. C'est toujours compliqué quand même parce qu'il y a tous les frais de maintenance et faire un logiciel où on sera les seuls à assurer la maintenance, ça devient compliqué. Plus on arrive à se regrouper, effectivement, mieux c'est. Si c'est dans une organisation collective, c'est encore mieux. Et de là à engraisser les gros faiseurs, j'allais dire internationaux, si c'est la seule solution, mais avec parcimonie. Une dernière question, Bruno Faure, en forme de quiz. Savez-vous, vous le savez certainement, mais qui est le département qui compte le plus de villages labellisés villages d'avenir? C'est le département du Cantal, sans aucun doute, puisque Comment l'expliquez-vous? C'est un département d'avenir. C'est la bonne réponse. Bruno Faure, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du département du Cantal. Merci d'avoir été avec nous au Salon des maires. À très bientôt. Merci à vous.